Mercredi 2 avril 2025, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live. Au programme aujourd'hui, on va principalement react au Nintendo Direct sur la Switch 2 à 15 heures. J'ai même pris le temps de créer un bingo pendant mon repas ce midi, que je vais vous présenter tout à l'heure. Ça va être assez intéressant à voir. Avant le direct, on va donc discuter un peu pendant une petite heure. Et après le direct, peut-être faire un petit bilan. Et après, j'aurai pas le temps de tester un jeu de la Zilan, parce que 2 heures ça passera pas. Et ça me paraît court pour prendre un de nos jeux qu'on a mis en pause. Donc peut-être une ou deux démos à tester, quelque chose comme ça. Globalement pour le programme. Qui est assez cool. Et ce qui est assez cool aussi, c'est que j'ai réussi à faire 3 lives en 3 jours. Waouh, quel rythme de dingue. Est-ce que j'arrive enfin à être un peu plus régulier? Peut-être. Est-ce que j'ai juste eu de la chance sur le timing de la semaine et mon envie? Sans doute plus. Mais bon, bah tant mieux, hein, si j'arrive à faire 3 lives dans la semaine, ça va m'être bien. Déjà pour la chaîne VOD, je vais prendre pas mal d'avance qui j'avais bien consommé. Moi, c'était plus grand chose avant ces 3 lives. Et puis même, c'est cool. De live, j'aime bien. Je suis content, moi, d'être là. C'est peut-être plus ça qu'il fallait mettre en premier. Hier, en live, on avait discuté vite fait de l'actu manga. On avait un peu enregistré le podcast. Il m'en reste encore un peu enregistré, donc on peut peut-être un peu faire ça aujourd'hui aussi. On avait lu le Weekly Shonen Jump numéro 18, qui était sympathique. Et on avait testé V Rising pour avancer dans notre arc de la Zilan 2025. C'était cool. Et depuis, j'ai pas eu des milliards de choses faites, et donc j'ai pas des milliards de choses à vous raconter. Parce qu'on a terminé le live à 14 heures, qu'il a fallu cuisiner, manger et nettoyer. Et que je suis parti de la maison de 16 heures à 23 heures. Donc forcément, derrière, hormis dormir et comater ce matin, il n'y a pas eu des milliards de choses, on va dire, depuis hier. Je me suis quand même un peu amusé avec la DA de la chaîne Twitch. Comme je l'avais montré hier sur la page d'introduction, on a Spotify qui est en plus grand, la lueur récente et le nombre de lueurs qui est plus grand. Et j'ai ajouté l'objectif de follow. Et ici, même chose, hein. On a le bas qui est en plus grand et l'objectif de follow qui est ici. Et j'essaie de transformer ça sur les formats navigateur et jeu, mais je suis pas convaincu. Par exemple, sur navigateur, là, les textes en bas en plus grand, ça fait assez épais. Je sais pas si ça cache pas un peu une trop grande partie de l'écran. Et j'ai renié enfin l'image de la caméra parce que je suis très peu large. Et donc on avait genre un tiers de chaque côté qui servait à rien. J'ai renié mais j'ai gardé la même largeur. Ce qui fait que je suis hyper haut et je prends une bonne place carrée finalement. J'aime bien le format mais j'ai peur que ça cache pas mal de choses quoi. Donc je sais pas trop. Salut Yik. Comment ça va? Prêt pour cette belle journée? Voilà. Donc, hormis jouer un peu avec le format de la DA Twitch, j'ai aussi récupéré, on la devine ici, la partie 3 de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders d'occasion. Donc, ce qui fait que j'ai récupéré littéralement 4 parties à 4 € en très peu de temps. Vu que je suis un malade, j'ai évidemment un fichier Excel pour ça, parce que ça va m'amuser de compléter. Si on regarde juste vite fait, dim. On peut zoomer je pense. Tac. J'ai commencé à récupérer la série d'occasion en février 2023. Après, en août, j'ai eu une deuxième série. Et j'ai commencé The Jojo Lens avec la sortie en France. Stone Ocean, il a fallu attendre janvier de cette année. Et en mars, on a enchaîné Jojo Lion, Steel Ball Run, Diamond is Unbreakable et Stardust Crusaders.
Donc littéralement 85 tomes d'un coup d'occasion. Même si c'est à 4 € le tome, ça fait un beau budget dans le mois, et c'était pas non plus très simple à suivre. Mais par rapport à la globalité de la série, ça fait quand même un bien fou d'avoir quasiment à moitié prix tout JoJo's Bizarre Adventure. Il ne va plus me manquer que la partie 5, Golden Wind, qui a encore du boulot pour être récupéré, parce que j'ai vu très peu d'offres sur celle-ci. Mais on va pouvoir enchaîner les parties 3 et 4, et également enchaîner les parties 7 et 8, qui sont techniquement séparées des autres. Donc c'est cool, et donc ça fera pas mal de mangas qui vont remplir les podcasts des mois prochains, avril, mai, juin, je sais pas, un truc comme ça, parce que ça fait 85 volumes à lire. Même en lisant un par jour, ça fait plus de 2 mois, donc ça va nous prendre un peu de temps dans le podcast, d'autant plus qu'avec les sorties et les rattrapages, je peux pas non plus en lire un par jour constamment. On verra bien. Et sinon, autre rare truc que j'ai fait depuis hier, c'est être allé à l'escalade. Et j'en ai déjà parlé la dernière fois en live, mais j'avais pas de film sous la main. Là, j'en ai, donc je vais peut-être pouvoir en profiter cette fois. Est-ce que genre si je fais ça, ça marche? Ouais, c'est pas mal. Donc c'est une noire dans ma salle, donc le niveau 5 sur 6, avec les prises orange. C'est vraiment pas dans mon style, parce que c'est beaucoup d'équilibre. Voilà, déjà le départ, là je l'ai raté parce que je suis allé trop vite. Ça va, c'est pas des bonnes prises, mais ça va. Le pire, c'est de devoir se relever sur ce petit pied à l'intérieur. Ça, j'aime pas du tout. Les gestions d'équilibre et de gestion de poids, c'est pas mon délire. Et le pire, c'est qu'il faut recommencer juste après avec une autre gestion de poids horrible parce que t'as un pied très mauvais et un pied sur un bloc tout lisse. Voilà. Et là, il faut se rééquilibrer sur la prise finale avec ses pieds nuls. La dernière fois, je m'étais servi du plafond pour m'équilibrer, et là, j'essaie de trouver une méthode sans le plafond. Donc, je galère comme pas possible. Mais je finis par y arriver. À un moment qui arrive très prochainement, attention. Voilà. C'était pas gagné d'avance. Celle-là, je suis très content. C'est littéralement la nouveauté d'hier. Noir aussi, donc niveau 5 sur 6. Prise violette. Et là aussi, il y a un move très en équilibre, pas du tout de mon style. Et je suis content de l'avoir passé. Le début, c'est ok pour moi, ça me pose pas trop de soucis ce genre de prise. Il faut prendre au bon endroit, mais ça se fait bien. Voilà. Et c'est là le début des galères. Parce que, en gros, il faut réussir à mettre tout son poids sur la jambe droite avec des mains pas exceptionnelles pour pouvoir se relever. Sur un de mes essais précédents, j'ai commencé à glisser de la main gauche. Pour me rattraper, j'ai mis un gros coup de corps en avant. Et en mettant le coup de corps en avant, j'ai fini par mettre un coup de poing dans le mur. On voit plus trop, mais on voit que c'est quand même un peu violet ici, là. Et par lâcher les deux mains et partir très fort, très loin en arrière. Et il a fallu que quelqu'un de mon groupe me donne la solution, parce que lui est beaucoup plus fort que moi en équilibre et en gestion de poids. Sur tout le reste, je suis meilleur, mais sur ça, il me bat à plate couture. Parce que j'essayais de me relever tout droit, mais j'étais très bloqué au niveau de la jambe. Et sa solution, c'était de se relever par l'intérieur du volume. Donc en passant la jambe gauche par l'intérieur. Et intuitivement, j'y aurais jamais pensé, mais ça marche trop bien. Ok. C'est que les trucs pas dans mon style. Noir, niveau 5 sur 6. Prise verte. C'est des réglettes, donc c'est un peu chiant à tenir, mais ça va. Le plus dur, c'est qu'il faut tourner son poids à de multiples reprises, parce que les prises là, elles sont très en diagonale. Et là, elles sont en diagonale, mais dans l'autre sens.
Et j'ai de la chance d'être grand pour le dernier mouvement, parce que de là à là, je suis pile en taille de corps maximum. Et mon pote plus fort que moi en équilibre, qui a passé donc la précédente plus facilement, ne passe pas celle-là, parce que au final, il est trop petit. Et il n'a donc pas de méthode. Voilà, petite relance parce que j'ai rien trouvé de mieux. Là, c'est horrible. Il faut croiser tout ton corps sur une réglette à l'envers, c'est impossiblement dur. Et là, il faut tout lâcher pour décaler à nouveau le corps et pouvoir se relever là-dessus. Ce qui est assez inconfortable, on va pas se le cacher. Voilà. Et enfin, la dernière. Pouet, pouet, pouet. Noir, niveau 5 sur 6, prise noire. On en devine une minuscule ici, une minuscule ici, une minuscule ici. Et le reste, c'est avec les volumes bleus et le mur. Pas mal d'équilibre, certes, pour le début, mais j'ai fini par trouver des solutions qui utilisent ma taille et qui marchent bien. Et surtout, beaucoup de courage pour se relever avec une mini prise dans la main pour aller toucher une mini prise au-dessus et s'équilibrer dessus. Là, je suis grand, donc je peux prendre l'écart entre le mur et le volume, donc ça me tient bien. Pour chercher l'autre volume. Équilibre pour amener la main gauche dessus la prise. Tac. Là, il faut se relever avec les deux volumes, je suis pas fan du tout. Mais hop, technique de crochetage, comme ça je tiens bien. Ensuite, je récupère la mini prise. Et là, avec toute la confiance du monde, il faut se relever sur le volume, qui est très haut, alors que tu as pas des très bonnes prises. C'est affreux mentalement. Et avec ça, il faut se relever, toucher à peine la petite prise et s'équilibrer correctement. Ce qui n'est pas mon délire, mais je suis content, je me suis sacrément amélioré en équilibre. Parce que j'ai quand même un niveau de base plutôt correct pour voir que je ne m'entraîne pas spécialement dans le but de devenir meilleur. Et je savais que l'équilibre c'était un point de difficulté pour moi. Je l'ai bien vu dans les différentes compétitions que j'ai pu faire, que c'était surtout là le premier palier de difficulté entre moi et les premiers monstres. Et je suis content de m'être pas mal amélioré là-dessus. Ça fait plaisir d'avoir bossé ça et d'avoir eu des résultats. Pas encore instinctif, parce que c'est pas mon délire non plus, mais ça se passe mieux. Et ça fait plaisir. Petit doute. On a encore 45 minutes. Normalement, mercredi, on parle de cinéma. Je pense qu'on a le temps de le faire quand même un petit peu. On va ouvrir les trucs, on va bien voir. Tac, 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 tac. Ça, je sais pas si ça sera très intéressant à voir les actus à la une de la semaine. Ah ouais. Bon, ouais, les sorties de la semaine, on va avoir quelques trucs assez sympathiques à voir. Qu'est-ce que c'est comme film, je sais pas. Mais après, il y a beaucoup de news. Non, on va regarder que c'est le 9 là. Allez. C'était en que des news d'aujourd'hui, mais bon. Mais bon. Allez, envoie. Alors, la sortie de la semaine, on va regarder après. Ah, c'était bien Saisissable. J'avais plus ou moins la ref. J'aime beaucoup, moi, Insaisissable. C'est assez bébête et ça va pas non plus pousser très loin. Parce que c'est littéralement une bande de 4 magiciens qui font des cambriolages. Et c'est poussé extrêmement loin sur leurs illusions. Et c'est comme si c'était littéralement de vrais pouvoirs magiques. Hein, le moment où ils se font tous, comment ça s'appelle ça, fouiller au corps et qui se passe une micro-puce grâce à une carte de jeu en faisant les tours de cartes et tout, c'est
très long et très étonnant. Et donc le troisième volet est prévu pour la fin d'année. Oh! Il y a déjà un quatrième volet en préparation? Comment ça? Donc il compte faire 2 films d'un coup là quasiment? On récupère le casting original et on récupère Justice Smith, Dominique Cessar, Ariana Greenblatt et Rosamund Pike. Très bien. Bah, je suis content, c'est pas non plus des hyper succès et des films hyper malins, mais je trouve ça fun, insaisissable. Est-ce qu'on voit leur tête? Parce que là, j'avais pas la ref avec leur nom. Ah, Justice Smith, si, j'ai la ref avec son nom. Ok. Mais un peu envie de voir ce que ça donne. Merde, faut que j'en parle à ma soeur parce qu'elle avait bien aimé les précédents aussi. Que je sache si elle est au courant. Dim. Sœur. Insaisissable 3 en novembre. Perf. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? John Wick 5. Est-ce qu'il y a des informations ou pas cette fois? Dit. Parce que ça parlait du spin-off Ballerina très bien. Ça disait bien qu'il allait y avoir un John Wick 5, mais que c'était pas pour tout de suite sans doute, vu qu'il y a des trucs à faire avant. Donc on a Ballerina le 4 juin sur Kane, tout à fait. Et on aura un préquel animé. Mais c'est pas vraiment le 5 là du coup. Alors, j'ai pas tout lu, mais. Il se fout de ma gueule là. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de date ni rien. Ouais, juste ça existe. Mais est-ce qu'on en doutait vraiment? Il y a déjà des images du prochain Hunger Games. Le roman Hunger Games est sorti la semaine dernière, je crois, un truc comme ça. Le roman sur les Hunger Games de Haymitch, donc l'entraîneur de Katniss dans l'épisode 2, je crois. Le roman est sorti que la semaine dernière, et là, tout de suite, ça en parle. Ça me paraît tôt, non? Une partie de l'arène, un volcan, et la lave qui sort en serpent. C'est vrai qu'il y a un putain de volcan dans leur jeu. C'était un peu violent. Parce que c'est tous les 25 ans, ils en font un spécial et violent. Là, Image, c'était 2 tribus par district. Et celui de Katniss, c'était que des anciens gagnants. Donc il y aura bien Woody Harrelson à la fin, logiquement. Tournage en juillet prochain. Ouais, ok. Et sortirait en novembre 26. Ok. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Anthony Hopkins qui joue un grand méchant dans Piégé avec Bill Skarsgård. Oula, le pitch est bizarre. Un voleur s'introduit dans une voiture de luxe et se retrouve piégé à l'intérieur. Et il découvre que son énigmatique propriétaire en a le contrôle total et qu'il va exercer sur lui une vengeance diabolique. Étonnant comme pitch. Le casting est cool, hein, mais le pitch fait pas spécialement envie comme ça. Mais par contre, un film entier avec ce pitch-là, ça me paraît étonnant. Waouh, mais c'est intéressant. Matt Damon a porté un costume de 45 kilos pour jouer dans un film. Dans Seul sur Mars. Bah, c'est bien. Bravo à lui. Moi, Ozzy, la voix de la forêt, blablabla. Ouais, bah, c'est une discussion avec lui. Peut-être qu'il faudrait que je choisisse mieux ces films. On va y avoir la suite d'un film de Tarantino fait par David Fincher et Brad Pitt. Hein? Comment ça?
Et une suite à Once Upon a Time in Hollywood. Euh, Bizarre. C'est très étonnant. Après, en soi, il y a toujours des choses à dire sur Hollywood, hein. On passe quelques années supplémentaires après les 60s et on va apprendre pas mal de choses, certes. Il veut bien écrire le scénario, ce qui serait déjà un bon début. Ok, ah, c'est bizarre. Ouais, Val Kilmer, il a joué dans Top Gun Maverick, ouais, très bien, on sait. Et une théorie sur la grand-mère de Vaiana, on s'en fout. Ah, c'est plus les news, je sais pas, qu'est-ce qui m'intéresse? Tournage, vu sur web. C'est quoi la différence entre news cinéma et... Genre là, ce que ça prend, celle que je viens de voir, toutes? Globalement, oui. Ok. Et c'est quoi la différence du coup avec dossier cinéma? Ok. Bon bah, les sorties cinéma de la semaine, hein. On a Minecraft le film. 1,9 par la presse, 3,1 par les spectateurs. Bienvenue dans l'univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie. 4 outsiders, Gareth, Henry, Nathalie et Dawn, sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à la surface. Un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l'imagination. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde et le protéger de créatures maléfiques comme les piglins et les zombies, tout en s'engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur. I am Steve. Cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité, autant de facultés dont ils auront besoin pour s'épanouir dans le monde réel. Ça fait pas envie du tout. La première bande-annonce vendait très mal, la deuxième un peu mieux. Je suis pas contre le casting, j'aime bien Danielle Brooks, je suppose, qui avait joué et qui avait eu l'Oscar du meilleur rôle féminin dans un rôle secondaire l'année dernière. Le film à Noël, là, où il y a un des élèves qui se pète le bras et ils sont tous coincés à l'orphelinat avec le vieux gérant tout moche et italien. Daybreak? Un truc comme ça. J'aime bien l'actrice, le reste, je suis rien contre. Mais ça fait pas envie et ça va pas être super intéressant, on dirait comme ça. Un film sur le routard. Un des derniers films dans lequel a pu jouer Michel Blanc avant de décéder. Mais que ça se fait pas envie non plus. De Philippe Michelin avec Hakim Gemili qui est son clavier, Michel Blanc. 2-0 par la presse et 3-7 par les spectateurs. Yann n'a qu'un seul rêve dans la vie, voyager. Alors, quand il entend dire que le fameux guide du retard recrute des gens pour faire le tour du monde, il se présente immédiatement à l'entretien et se fait embaucher. Ah, le synopsis raconte rien. Ensuite, on a Ozzy, la voix de la forêt, de Tim Harper avec Maya Baran, Amandla Stenberg et Julian Bézure. 2-8 par la presse, 3-4 par les spectateurs. Ozzy, une jeune orang-outan, est séparée de ses parents à la suite d'un feu de forêt. Elle grandit dans une réserve, entourée d'autres animaux devenus ses amis, mais un jour, guidée par son instinct, elle décide de partir à la recherche de sa famille. Ok, ça peut être sympathique. Le film familial de la semaine, quoi. Natacha, presque hôtesse de l'air, de Noémie Saglio avec Camilou, Vincent Dedienne et Didier Bourdon. C'est ce qui fait le moins envie, hein, pour l'instant, on va pas se le cacher. Mais c'est celui qui est le mieux noté globalement. Presse 3-3 et 3-5 par les spectateurs. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha est bien décidée à devenir hôtesse de l'air pour voyager et découvrir le monde. Quand elle se retrouve mêlée malgré elle au vol de la Joconde, elle y voit l'opportunité de réaliser enfin son rêve. Accompagnée d'un steward maladroit, elle traverse la France et l'Italie dans une course-poursuite qui pourrait bien changer sa vie. C'est basé sur une bande dessinée, ça, si je ne m'abuse. Un concert de Chaka Ponk, de la fin de leur carrière. Il y en a beaucoup, non? J'ai l'impression.
Il y en a beaucoup. Alors, il y en a qui sont pas de cette année, on dirait. Lats de Julien Menanto avec Marco Lourachi, Jeanne Balibar et Marc Barbet. 3-0 par la presse, 3-3 par les spectateurs. Ethan, 17 ans, devient apprenti jockey dans une écurie d'obstacles, l'épreuve la plus violente du galop. Au contact des purs sangs, il découvre le monde des courses, des paris et de l'argent. Sa passion grandit, sa frustration aussi. Courir pour gagner, mais toujours au service des autres. Bientôt il devra choisir, transgresser les règles ou sauver sa peau. Ouais. Voilà, et après il y a plein de films, mais bon. C'est long, c'est long, c'est long. On regarde au moins le nom vite fait, mais... Whitman Day, Chantage, The Monksman... Il y a plein de Hitchcock qui arrivent apparemment. Il y a un truc spécial Hitchcock au cinéma cette semaine, on dirait bien. Il y a le nom dessus, l'affiche. Est-ce qu'on peut voir l'affiche en grand? Non, pas ça. Au secours. Juste voir l'affiche. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, c'est tout petit. Date. Aïe 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 aïe. Bon, on va regarder comme ça. Hitchcock, 2 avril 2025. Rétrospective aux origines du maître du suspense. 10 œuvres de jeunesse d'Alfred Hitchcock, la naissance d'une légende du cinéma. Le masque de cuir, laquelle des trois, l'américaine, The Monksman, Chantage, Junon et le Pan, Meurtre, The Skin Game, à l'est de Shanghai et numéro 17 en nouvelle restauration. Ok. J'ai découvert Hitchcock l'année dernière avec la dizaine de films qui a été présenté sur France TV. Mais je connais pas cela. Même de nom, ça me dit rien. Très bien, très bien. Démocratie, mythe. Il y en a d'autres ou c'est la semaine d'après? Ça, c'est la semaine d'après. Logique. Très bien. Bravo le film. Oh! On doit deviner le film avec des images. Avec des images, on en a 6 différentes petit à petit. Ça, c'est un film d'animation, assez logiquement. Ça sonne japonais visuellement pour moi, mais ça sonne pas Ghibli non plus. Parce que de base, j'aurais dit Porco Rosso, mais je suis pas convaincu qu'il ressemble à ça. Et en plus, ça trouve même pas. Ah oui, en plus, c'est en anglais. Mais je connais pas le nom des Ghibli en anglais. C'est Pompoko, mais c'est dans la forêt quoi. Pogno, hein, ça peut être Pogno, mais non, ça sent pas à ça, Pogno. Pogno, c'est plus joli, c'est plus récent. Ah si, c'est Pogno. Oui, 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 c'est Pogno. Pogno, Pogno. Hop là, qui c'est qui est trop fort? Ah, on peut trouver en one frame. Ah bah, c'est Inception. Il sait se cacher, mais on voit très bien la ville qui se retourne et lui regarde là. Voilà, bravo à tous. Il n'y a pas d'archives pour le one frame parce qu'il faut regarder. Très bien. Je peux ouvrir les 3, 4, 5, 6 techniquement. Aujourd'hui c'est le 1118. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Ça c'est 1118, c'est écrit quelque part? Non. Mais assez logiquement, c'est le 1118. Un truc avec de la nourriture et du gourmet. Est-ce que ce serait pas The Menu? C'est le premier plat qu'elle lui fait qui est hyper bon, mais elle s'en fout, elle veut juste un bon hamburger. Ah non, rien à voir. Du coup, je connais pas ces acteurs, ça me dit rien. Et j'ai pas spécialement de grandes connaissances en films sur la nourriture, à part Ratatouille. Mais c'est pas ça. Ces acteurs ne me disent rien non plus. Je pense que je suis censé les connaître ou avoir reconnu là, mais je suis pas convaincu. My Best Friend's Wedding. J'aurais pas eu la ref. Qu'est-ce que c'est?
Le mariage de mon meilleur ami, assez logiquement. Bien joué pour la traduction. Pour la traduction, qu'est-ce que je raconte? Alors, le mariage de mon meilleur ami. 1er octobre 97 de PJ Hogan avec Julia Roberts, Dermot Mulroney et Cameron Diaz. Julian et Michael se sont connus étudiants et ont vécu une liaison amoureuse, aussi brève que passionnée. Devant les hésitations de Julian, ils décident de rompre mais de rester amis. Ils concluent alors un étrange pacte. Si à 28 ans, aucun des deux n'a trouvé l'âme sœur, ils se marient ensemble. Mais voilà que quelques mois avant l'échéance, Michael se fiance avec Kimberly. Julian aimerait bien tenter d'empêcher le mariage si elle ne trouvait pas Kimberly si adorable. Ok, presse de 5, spectateur de 8. Dommage, c'était pas horrible pour une comédie, le synopsis. Regardez une ville d'au-dessus comme ça sur une terrasse dans l'ombre, j'en ai aucune idée. Il y a une voiture futuriste et un bateau. J'ai pas vu le film, je sais pas s'il met des trucs aussi rapidement. Non. Ça me fait penser à Black Panther, mais le reste, non. Ça me perturbe. Alors ça, c'est l'acteur de Les Animaux Fantastiques. Il a fait un méchant dans un film de science-fiction, mais alors je vais jamais retrouver parce que je n'ai pas vu le film. Juste, je sais qu'il joue dans un film. Mais bon, bah ça avance pas beaucoup. Jupiter Ascending, ouais. Eddie Redmayne, bien sûr. Jupiter, le destin de l'univers, février 2015, de Lily Wachowski et Lana Wachowski. Ah, c'est un film des Wachowski. Ah, j'ai pas vu, évidemment. Avec Mila Kunis, Channing Tatum et Sean Bean. 3-0 pour la presse, 2-4 pour les spectateurs. Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin hors du commun. Devenue adulte, elle a la tête dans les étoiles. Parce qu'en fait, elle est dans l'espace, donc ça se tient et c'est hilarant. Mais enchaîne les coups durs et n'a d'autre perspective que de gagner sa vie en nettoyant des toilettes. Ce n'est que lorsque Kane, ancien chasseur militaire génétiquement modifié, débarque sur Terre pour retrouver sa trace que Jupiter commence à entrevoir le destin qu'il attend depuis toujours. Grâce à son empreinte génétique, elle doit bénéficier d'un héritage extraordinaire qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du cosmos. Ok. Et il y a Eddie Redmayne en grand méchant, et ça c'est étonnant. Plusieurs terrasses se regardent de haut comme ça. J'ai pas de théorie. Un double interrupteur. C'est un film de Clint Eastwood, mais j'en ai vu aucun. In the Line of Fire. Si, j'en ai vu quelques-uns. Clint Eastwood. J'en ai vu quelques-uns, je crois, mais beaucoup plus récents que ça. 8 septembre 93 de Wolfgang Petersen. Avec John Malkovich, Clint Eastwood et Fred Dalton Thompson. Spectateur 3-6. Frank Horrigan, agent des services secrets américains, est hanté par le souvenir d'un échec douloureux. Il faisait partie de la brigade chargée de la protection de John Fitzgerald Kennedy. 30 ans plus tard, il est à nouveau appelé à faire partie de la brigade de protection du président des États-Unis qui entre en campagne de réélection. Ok. Oh, ça peut être intriguant comme truc. Un train dans la forêt. Un train dans la forêt. Non, rien à voir.
Plein d'hommes comme ça. Non, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de train. J'arrive pas à trouver ce que je cherche. Non, ça me dit rien ces gens. Alors oui, c'est DiCaprio et l'acteur de Stranger Things là, mais... Revolutionary Road. Je connais le casting, hein, mais alors le film en lui-même, je sais pas ce que c'est. Les Noces Rebelles, bien sûr. De fou, de fou. 21 janvier 2009 de Sam Mendes avec Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Michael Shannon. Presse 3.8 et spectateur 3.7. Dans l'Amérique des années 50, Frank et April Wheeler se considèrent comme des êtres à part, des gens spéciaux, différents des autres. Ils ont toujours voulu fonder leur existence sur des idéaux élevés. Lorsqu'ils emménagent dans leur nouvelle maison sur Revolutionary Road, ils proclament fièrement leur indépendance. Jamais ils ne se conformeront à l'inertie banlieusarde qui les entoure. Jamais ils ne se feront piéger par les conventions sociales. Pourtant, malgré leur charme et leur insolence, les Wheeler deviennent exactement ce qu'ils ne voulaient pas. Un homme coincé dans un emploi sans intérêt, une ménagère qui rêve de passion et d'une existence trépidante. Une famille américaine ordinaire ayant perdu ses rêves et ses illusions. Décidés à changer de vie, April imagine un plan audacieux pour tout recommencer, quitter leur petite routine confortable dans le Connecticut pour aller vivre à Paris. Ça a l'air bien, le casting est cool. Oui. Mais Sam Mendes c'est connu comme nom. J'en ai vu aucun, non, mais c'est connu. Filmographie. American Beauty, La Sortie de la Perdition, Jarhead, La Fin de l'innocence, First Rebel, Away We Go, Skyfall. Ah oui, ok. Spectre. 1917, Empire of Light. Ah, mais ok, oui, bah j'ai vu Sam Mendes, j'ai vu Empire of Light, Spectre et Skyfall. Ah si, je connais un peu quand même, effectivement. Oh, c'est très sombre, on voit pas grand chose. Hein. Peut-être que j'aurais pu reconnaître, mais là je vois rien. Hein? Pourquoi on est en sépia et dans un truc qui a rien à voir? Qu'est-ce que c'est que ce film? L'idée d'avoir plein de trucs visuels et du symétrique comme ça fait penser à du Wes Anderson. De fou, mais j'ai pas vu. Ah! C'est Meupette de guerre là, comment ça s'appelle? Je sais plus. Labyrinthe. Ah, rien à voir. C'est Guillermo del Toro? Pas convaincu. On avait trouvé avant, tiens. Pas du tout. Jim Henson. 9 septembre 2009 en DVD par Jim Henson avec David Bowie, Jennifer Connelly et Toby Froud. 3-3 pour les spectateurs. Une toute jeune fille romantique se sentant mal à l'aise dans sa famille s'évade en lisant des contes fantastiques. Son livre favori, Le Labyrinthe, lui ouvre une nuit les portes d'un autre monde. Sarah voit son jeune frère Toby enlevé par une troupe de lutins aux ordres du séduisant et cruel Jarrett. Elle part au secours de l'enfant et pénètre dans le labyrinthe qui mène au palais du ravisseur. Labyrinthe est à la fois un récit d'aventure et une plongée dans les rêves et les sentiments d'une jeune fille au seuil de la maturité. Et enfin, le dernier frame de la semaine. On a un discours dans ce qui ressemble à une usine, mais très bien faite. La tête de Frankenstein. Une actrice qui chouine. Un vieux qui fait les courses. Oui, alors le casting, ok, mais... Going in style. C'est trois vieux qui font plein de trucs avant de mourir parce qu'ils ont pas vécu. Braquage à l'ancienne. Ah, même pas. Ah, un peu dans l'idée, mais... Non, pas la pub, merci. 3 mai 2017 de Zach Braff, avec Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin. 3-0 pour les spectateurs, pour les presses, et 3-4 pour les spectateurs.
Pour Willy, Joe et Al, trois amis octogénaires, ou presque, la retraite c'est du passé. Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à l'action. Bousculant tous les principes, ils tentent l'impensable, braquer la banque qui les a ruinés. Eh ben, c'était pas gagné, Frame de cette semaine. Beaucoup de sujets que je ne maîtrisais pas. Il y a du son là sur le direct ou ça fait juste... Non. Ok. Parce que le son est allumé, mais il n'y a pas de son qui sort. Parce que c'est pas lancé. Est-ce que je me garde ça sous la tête? Comme ça je pourrais voir moi. Vous, ça vous arrange pas et moi je peux voir. Très bien. On va chercher le film du jour. On va partir sur un Avengers, histoire d'avoir pas mal de gens éliminés. Genre Avengers Endgame. Il y a Samuel Jackson dans le film. Un film avant 2019, d'action et de on ne sait pas. Ça parle principalement en anglais et d'autres langues, c'est moins de 3h01. C'est sur Disney+, et c'est American. Ça peut être Jurassic Park, dans lequel il a joué. C'est plus récent, entre 93 et 2019. Il a également joué dans Kingsman 1. Entre 93 et 2015, il a joué dans Star Wars... Doom. Star Wars 2. Entre 93 et 2005. Et là, on va être en difficulté. Ça commence à se rapprocher des trucs que je ne sais pas ce qu'il a... Ah, Incassable. C'est quand c'est plus vieux ça ou pas? 2000. C'est pas ça. Bruce Willis, Samuel Jackson et Richard Council. 93-2000. Entre 2h06 et 2h09. S'il y a Bruce Willis aussi, ça peut être Die Hard. Entre 93 et 2000. Une journée en enfer. Die Hard 3. Je n'avais pas la ref de Samuel Jackson dans Die Hard. Je n'avais pas la ref. Une journée en enfer, 2 août 95 de John McTiernan. Avec Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson. 3-2 pour la presse, 4-2 pour les spectateurs. Le lieutenant John McClane est de retour et il est demandé en personne par un terroriste Simon qui menace New York. Alors qu'il fait équipe avec Zeus, un commerçant du quartier d'Harlem embarqué dans l'aventure malgré lui. Ah, il doit jouer ça, Samuel Jackson. McClane se livre à un petit jeu à travers toute la ville, devant résoudre des énigmes. S'il rate son coup, une bombe explose, c'est la règle imposée par Simon. Donc on a dit, le commerçant c'est Zeus. Samuel Jackson, Zeus. Ok, ça se tient. Eh, je m'étais pas connecté. Je peux me connecter? Ah si, je peux. Que ça passe par Google, je cache quelques trucs. Bien joué à moi. Hop là, on va trop y arriver. Une journée en enfer. Mais non, j'ai trouvé du premier coup. Waouh, trop fort ou quoi, le mec? On peut jouer à d'anciens en attendant. On repart de ça. Une journée en enfer. Avant 95, action, on ne sait pas, moins de 2h08, American. Ça laisse beaucoup de choix. En 88, tout à fait. Un film de 88. Je suis en train de repenser au coffret de films Blu-ray des années 80 de mon père, dont j'en ai regardé quelques-uns. Ouais, pas l'histoire 101. 84. Mais je sais pas ce qui est 88 dans son coffret. Surtout, je me souviens pas de tous les films. Ça, c'est plus vieux, ça. 85, ouais. Ça. 84. Des films de 88. Je sais pas.
Ouais, je sais que ça correspond pas, mais Action Crime en 88. Usual Suspect, c'est beaucoup plus jeune. 1h46. Ah, en tout cas, le direct commence dans 10 minutes, selon mon compte à rebours. Vous êtes le son maintenant ou pas? Toujours pas. Donc on essaie de trouver le film du 1er avril, après on explique le bingo, et derrière on se prépare pour le react. Film du 1er avril, je ne sais pas. Je vais être obligé de tricher comme d'hab. Film de 1800... Voilà, pas du tout. 1988, ça sera plus exact. On a dit une 46, ça c'est proche. Jumeaux, allez. Jumeaux. Arnold Schwarzenegger, Roger Kellard, Sven Hall et... Est-ce que c'est Schwarzy? C'est Terminator et j'y ai juste pas pensé? Après un Terminator en 88, il y a pas. Et ça correspond pas. Schwarzy, je sais pas trop. Ah, Expendables. Non mais c'est vachement plus récent ça. Je sais pas à quoi il a joué Schwarzy. Film 88, Schwarzenegger. Double détente, j'en ai jamais entendu parler. Ça ne trouve même pas. Ah si, merci. J'en ai littéralement jamais entendu parler. Oh, cette coupe en brosse là, quel BG. Remis ça en haut, merci. Double détente du 6 juillet 1988 de Walter Hill avec Arnold Schwarzenegger, James Belushi et Peter Boyle. Ivan Danko, un policier russe, est envoyé à Chicago pour amener Rostavili, le trafiquant de drogue responsable de la mort de son coéquipier. Le criminel, tombé aux mains de la police américaine dès son arrivée, attend d'être extradé. Mais durant le transfert, il s'échappe et Danko doit, par la force des choses, s'associer à la police locale pour retrouver le fugitif. Il fait équipe avec Art Ritzik, un policier bougon qui connaît Chicago sur le bout des doigts. Malgré toutes leurs différences, les deux hommes vont devoir se serrer les coudes pour récupérer le criminel et empêcher une transaction de drogue faramineuse. Qui connaît ce film tout simplement? Voilà.